Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, est-ce qu'on pense qu'on ose dire et se compter par habitude, par prudence ou par peur de froisser dans l'entreprise d'aujourd'hui? Le rôle du manager n'est plus seulement celui d'un chef qui ordonne, mais celui d'un arbitre, d'un médiateur, d'un gardien de l'équilibre fragile qui peut exister entre les équipes. Et pourtant, à force de vouloir ménager, harmoniser, préserver, certains en viennent à éviter ce qui dérange, à contourner les tensions, à retarder parfois les évidences qu'il s'agit d'affronter. Nous allons parler du courage managérial. Et si vous avez des avis, des questions, des témoignages, nous restons ouverts à l'échange et vous pourrez nous contacter jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec notre invité Mehdi Mhlou, qui est déjà de compétences plus. Et évidemment, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'émission ensemble. Je t'assure, ça m'a manqué. Ah bah. Atlantique Radio m'a manqué, les auditeurs aussi. Heureusement que je vous écoute, comme ça je perds pas le lien. Nous avons de nouveaux meubles. Et ce studio est magnifique. Et je me suis dit, je me suis absentée que 2 semaines. Vous avez fait tout ça en 2 semaines? C'est l'euphorie de l'été. C'est l'euphorie de l'été. Bon, celui qui était chargé de l'installation vient d'intervenir pour nous. C'est moins de 2 semaines. En effet, c'est un peu moins de 2 semaines. Félicitations, franchement. C'est une façon d'inciter ceux qui nous écoutent peut-être à nous regarder, puisqu'il semblerait que les caméras soient là. D'accord. Tu aurais dû me prévenir, j'ai pas fait mon brushing ce matin. Mais je n'ai pas encore présenté le sujet du jour. Oui, pardon. Le courage de se présenter. Oui. Non, le courage managérial. Nous allons parler du courage managérial, parce que dans l'entreprise, il y a une hiérarchie et à différents échelons. Et effectivement, le courage, quand on est à un poste où effectivement on gère des équipes, c'est quelque chose de vital, parce qu'on se dit effectivement que la personne est fiable, que la personne est capable et qu'on peut compter sur elle. Et inversement, quand on sent qu'on peut compter sur quelqu'un, on a envie qu'il puisse compter sur nous. On a plus envie d'être là pour lui et de donner le moment venu, lorsqu'il faut peut-être être un peu plus présent, lorsqu'il faut être là et donner de son énergie lorsqu'il y a un rush, on sera au rendez-vous. Inversement, clairement, ceux qui font preuve de lâcheté, effectivement, ceux qui cultivent un certain caractère qui consiste souvent, et on évoquait des métaphores animalières, à éviter parfois d'affronter des situations, sont moins à même de créer ce type de lien où les uns et les autres sont davantage engagés. Alors c'est ce qui nous a inspiré pour ce sujet du jour, Mehdi Mhlou. Et de ce point de vue, il faut, entre guillemets, dépasser certains aspects de soi-même pour trouver les ressources, pour faire preuve de courage. Et je te remercie pour cette introduction, parce que finalement, on va parler de courage managérial, ou le courage d'être soi-même, ou le courage tout court. Ou le courage tout court. Oui. Et je lisais une citation qui m'a marquée il y a quelques années, et que je garde toujours en tête, alors je ne sais pas qui, mais on peut le retrouver rapidement. C'est le courage, disait cette personne, c'est pas l'absence de peur. C'est la capacité d'aller de l'avant, oui, avec la peur à côté. C'est vraiment pouvoir apprivoiser ses peurs et ses doutes. Et dans un contexte d'entreprise ou de management, ou même dans sa vie privée, justement, le courage, c'est trop facile sinon, si on n'avait pas peur. C'est-à-dire, finalement, quelle est notre... quelle est notre prouesse, ou quelle est notre valeur ajoutée si on n'a pas peur dans des situations? Finalement, il n'y a pas de courage là, c'est juste business as usual. Quelque part, c'est une action facile. Et en fait, dès qu'on parle de courage, c'est que a priori, l'action n'est pas si facile que ça, le résultat n'est pas si garanti que ça, les efforts sont probablement plus à déployer, peut-être qu'on va être jugé ou pas, donc c'est dépasser un certain nombre d'incertitudes personnelles, contextuelles, environnementales, oui, etc. Oui. Et pouvoir quand même avancer, aller de l'avant, prendre des décisions. Oui, mais dès le jeune âge, on observe certains caractères. Et de ce point de vue, il y a des téméraires. Bon, il y a des courageux dans un sens où, effectivement, ils voient l'obstacle et ils sont davantage attirés par la volonté de l'enjamber. Mais quand on a été, disons, dans un milieu un peu craintif, on peut... disons, se laisser imprégner par cette ambiance-là. Et on grandit parfois dans ce type de milieu craintif, qui fait qu'on se sent plus difficilement en sécurité dans les espaces qu'on occupe, quels que soient ces espaces, que ce soit dans le monde
balbutiant, on entre à l'école et bien entendu, on va se sentir en insécurité parce qu'on est jugé, que ce soit dans l'entreprise, parce qu'on peut penser du mal de soi et ainsi de suite. Et puis, à l'inverse, on peut aussi observer qu'il y a des environnements qui, à l'inverse, effectivement, peut-être donnent ou permettent à certains caractères de s'épanouir plus dans le sens inverse. Mais quand on veut faire un chemin vers le courage, il ne suffit pas de le décider. Si. Bah si, comme toute chose. Je vais te contredire mais consciemment, je dis je vais être courageux. Là, d'abord, être téméraire, c'est pas être imprudent ou être fou. Être téméraire, c'est défendre d'abord ses convictions. Adil-Loula. Ensuite, le courage est une compétence comme une autre. Moi, je tiens à dire que personne n'arrive à 24 mois ou à 36 mois ou à 3 ans ou à 4 ans et il se dit « hop, je suis courageux ». Non, c'est une série d'actions, de toboggans. Je vois par exemple mon fils hier, pour parler de mon fils. J'ai une maman d'élève qui m'appelle, qui me dit « écoutez, les enfants se sont chamaillés dans la cour de récréation, mon fils a mal parlé au vôtre, il lui a dit que tu vas redoubler ton année, que tu as eu des mauvaises notes, etc. Et je suis désolée, apparemment votre fils a mal réagi, il a un problème de confiance en lui, etc. etc. » En fait, c'est pour dire une chose, c'est que je dis souvent qu'on est différent dans la vie. C'est pour faire donner une réponse à ce que tu dis un peu plus tôt, qu'on n'est pas né dans les mêmes environnements, que probablement nos parents ne nous ont pas encouragés de la même façon, que peut-être il y a eu plus de peur dans notre système familial qu'un autre, etc. Et en fait, ce que j'essaie de dire à mes enfants, comme ce que j'essaie de dire aussi aux clients quand je les rencontre, pas dans une position maternelle ou paternaliste, mais pour te dire les choses de manière simple, c'est que toutes les compétences s'acquièrent. On peut avoir une longueur de retard, on peut avoir un retard par rapport à une autre personne. On se compare, même si on se dit souvent on ne doit pas se comparer à son voisin ou sa voisine parce que chacun est unique et différent, mais on ne peut pas s'empêcher de comparer des notes, des évaluations, même par exemple dans le contexte de l'entreprise. Récemment, on a fait une enquête, une immersion et des cercles d'écoute au sein d'une entreprise. Les gens se comparent, comment ils ont passé leur entretien d'évaluation, qui a eu les bonus et les primes, qui a un meilleur salaire que l'autre, qui va obtenir une promotion ou l'autre, qui a une plus grande équipe que l'autre, qui a les faveurs du patron, qui va s'inscrire dans un cycle de formation ou pas. C'est intéressant comment les gens se comparent. Après, le courage, c'est aussi pouvoir challenger l'existant. Si j'ai pas eu mon bonus, et effectivement dans ces cercles d'écoute on a pu avoir ça, c'est d'abord, je prends mon courage à deux mains et je questionne d'abord mon manager. Écoutez, j'ai appris que, pouvez-vous m'expliquer pourquoi j'ai pas eu le bonus que j'attendais alors que j'ai dépassé mes objectifs et mes résultats? C'est déjà ça, une première forme de courage, c'est demander dans une saine confrontation des explications à quelqu'un sur une situation qu'on ne comprend pas forcément. Oui, mais on se compare. La raison pour laquelle on trouve certains caractères, des films, dans la mythologie, dans les histoires, dans les romans, le héros, c'est effectivement le personnage qui fait preuve de courage. Donc il y a quelque chose dans le regard admiratif qu'on porte envers ce type de figure, entre guillemets, de l'envie qu'on a en son tréfonds de cheminer dans cette direction. Et donc quelque part, le succès planétaire de ce type de figure, dans toutes les histoires et les mythologies, indique un chemin. C'est ce type de personnage ou de personnes qu'on a envie de suivre, avec lesquelles on veut s'entourer. Ça parle à tout le monde de voir un personnage, une personne qui vit une situation inconfortable et qui relève le défi malgré tout. Parce que le courage, c'est pas dans le confort, c'est dans l'inconfort justement. C'est dans la difficulté, c'est dans la résistance. Et donc, quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un qui va oser aborder, on l'a dit dans d'autres émissions, quelqu'un avec qui j'ai eu un malentendu ou un conflit, aller vers lui pour clarifier la situation. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on n'arrive pas à bosser ensemble? Qu'est-ce qui fait que tes équipes ne me donnent pas l'information que je veux? Attends, y a-t-il eu quelque chose, un épisode que j'ai raté? Au moins, c'est la clarification. Mais ensuite, le courage, c'est aussi faire face à la pression. Des fois, on a des pressions de stress énormes. Et parfois, on fait mine de l'ignorer. Alors, j'imagine que tu reçois la pression pour la pause musicale. Ce sont des équipes délicates qu'on salue. Mais et qui acceptent tous les débordements dont on fait preuve. Non, mais on va les respecter parce qu'on ne veut pas non plus leur créer la pression. Mais quelque part, c'est ça le courage.
C'est vraiment ça le courage. C'est pouvoir naviguer, pouvoir cheminer. Et sans masque, on abordera ce concept psychologique plus tard, oui. Parce que le masque qu'on porte souvent et qu'on a porté pendant des années des fois, et de manière justifiée ou pas, parce qu'on n'osait pas exprimer ses idées, on n'osait pas exprimer ses convictions, on n'osait pas exprimer ses craintes, ses vulnérabilités, ce masque-là, on le porte pourquoi ? Parce qu'on avait peur d'être jugé, ou d'être mal compris, ou d'être rejeté, etc. Et c'est des peurs tout à fait humaines. 8 milliards d'individus sur Terre, la plupart d'entre eux ont les mêmes peurs. D'accord ? Mais comment surmonter tout cela ? C'est pas en restant dans son coin. C'est en se disant, est-ce que si j'enlève le masque, peut-être que certaines personnes vont partir, peut-être que certaines personnes vont rester, mais est-ce que moi, je serai bien avec moi-même ? La plupart du temps, la réponse est oui. Je serai mieux avec moi-même parce que je montrerai au monde ce que je suis réellement, ce que je ressens réellement. Je pense A, je dis A. Je pense B, je dis B. Je ressens A, je ne suis pas bien. Alors, et ça m'arrive dans des entreprises, il y a des managers ou des salariés qui disent « Madame, des fois, on n'est pas bien. On n'est pas bien. On est sur le bord du craquage. On est même avant le bord du craquage. On n'a pas compris les décisions qu'on nous a dit. On nous a donné des responsabilités sans même se concerter avec nous. On a fait une mobilité en entreprise sans même prendre notre avis. On n'est pas bien. On se sent, il y a le terme, on se sent des moins que rien. J'allais dire un autre terme. On se sent des moins que rien. Déconsidéré. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient très rapidement dans les discussions. Exactement. Baloté. Ok. Qu'est-ce que tu as fait face à ça ? J'ai pas pu, tu sais, Flan a beaucoup d'autorité. Ok. Bon. Oui. Dès lors qu'on a l'impression de subir, effectivement, ça finit par rejaillir ailleurs. Et on est déjà un peu moins présent quand on a l'impression que on nous tord la main d'une certaine façon dans l'entreprise. Ça, c'est une certitude. Et donc ça, c'est effectivement le premier pas vers le fait de créer un certain climat dans l'entreprise qui n'est pas des plus propices à donner envie de faire même l'effort, le minimum syndical. Sauf si l'entreprise, on en parle et je défends souvent cette idée, sauf si l'entreprise a créé un climat de confiance où quand la personne ne comprend pas une décision qui a été prise à son encontre, elle va demander des explications. Oui, parce que en fait, je rappelle cette notion, faire ce qui est juste pour moi. Oui. Quelque part, mais certains qui est juste. Mais c'est vrai, mais certains dirigeants vont considérer, d'entreprises vont considérer que les uns et les autres ne sont pas nécessairement dignes d'avoir les explications. C'est que ce sont des explications qui, si elles sont énoncées avec crudité, vont déplaire et donc on préfère rester dans le flou d'une certaine façon. 10h22, on a longuement débordé et on essaiera de se rattraper en étant un peu plus ponctuel durant le reste de notre émission puisque nous restons à l'antenne jusqu'à midi. Et si vous avez des avis ou des questions ou des témoignages à faire entendre, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pourrez simplement nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. 10h27, nous reprenons le fil conducteur de notre émission et nous parlons de courage managérial. Le courage en soi pourrait suffire à faire plusieurs émissions. Alors pourquoi est-ce qu'on sent cet élan pour cultiver cette vertu ? Pourquoi est-ce que unanimement dans toutes les cultures on la valorise ? Et pourquoi est-ce que c'est quelque chose de vital dans l'entreprise, Madame Helhel ? Mais en fait, tu l'as très bien dit, dans la culture populaire, on a tous des héros ou des champions, on a tous des gens dans notre famille, dans nos amis, chez nos grands-parents, chez nos arrière-grands-parents qui ont été des gens téméraires, qui ont été des gens courageux, qui ont été animés d'une espèce de force intérieure qui défiait toutes les difficultés. Et en fait, c'était des guides. C'était des guides pour nous, c'était des modèles pour nous, c'était des sources d'inspiration pour nous. Et finalement, quand on parle de courage managérial en entreprise, l'entreprise n'est qu'un petit système d'un plus grand système qui est la société, qui est la vie, de manière globale. Donc si aujourd'hui les entreprises
qu'on côtoie depuis quelques années disent qu'ils voudraient développer des managers ou des leaders encore plus courageux, c'est tout simplement pour inspirer de la motivation aux autres. Personne ne suit un manager lâche. Personne ne respecte un manager lâche. Tout le monde parle dans les couloirs de quelqu'un qui n'a pas assez défendu ses équipes, qui n'est pas capable de booster ses équipes ou qui n'est pas capable de faire face des fois, tu sais, je vais te dire qui des n'est fois, pas suffisamment droit. Tu sais, Badr, des fois, c'est juste quelqu'un, tu as besoin juste de quelqu'un qui te donne un vrai feedback sur toi. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à donner des feedbacks à leurs collaborateurs. Oui, parce que beaucoup de gens s'habituent au fait que les feedbacks soient accompagnés d'arrière-pensées. Et c'est ça la difficulté. Pour que cette culture-là puisse exister dans l'entreprise, il faut ce ferment initial, ou plutôt ce préalable initial dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la confiance. Quand quelqu'un parle, il faut qu'il ait une crédibilité, c'est-à-dire qu'on ait la possibilité de se dire qu'il dit les choses pour ce qu'elles sont, et non pas en ayant des vues ou en ayant des arrière-pensées par ailleurs qui motiveraient son discours. Et effectivement, dans l'entreprise, il est par nature, certaines personnes, effectivement, qui, de par les responsabilités qui sont les leurs, vont considérer qu'il s'agit, entre guillemets, de ne pas dire ce qui est, mais dire ce qui va produire les bons effets qu'on espère constater sur le terrain, c'est-à-dire être dans la manipulation, tout simplement. Oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les salariés, de plus en plus, et les jeunes générations de plus en plus, d'abord, ils sont très malins, ils sont très intelligents. On lit tout sur le non-verbal. Tu as plus besoin d'être formé à la psychologie au non-verbal pour savoir que quelqu'un te ment, ou quelqu'un se fout de ta gueule, ou quelqu'un, même si on est naïf, hein, on a tous une forme de naïveté. Oui. Mais néanmoins, les gens respectent les gens qui leur disent, qui agissent avec intégrité. Oui, et pour mériter le respect de ses collègues, il suffit simplement d'être respectueux des horaires qui sont les leurs. 10h30, c'est l'heure des actualités qui nous sont présentées, vous le savez, par Karim Droné. Et on se retrouvera pour la suite de notre émission des experts. On consacre notre émission ce matin au courage managérial. Alors si vous avez des témoignages ou des avis, nous resterons ouverts à la discussion jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 au 80. Experts sur Atlantic Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantic jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission. Ce matin, nous sommes avec Nadim Lhelou, qui est des jeux de compétences plus, qui est business coach. Et effectivement, nous évoquons parfois le rôle de cultiver, ou la nécessité de cultiver certaines des vertus dans le monde de l'entreprise, parce qu'on peut y voir un certain intérêt. Et l'entreprise étant une petite société, effectivement, on y admire certains caractères qu'on admirait en dehors de ces petites sociétés. Je le disais, les vertus qu'on qualifie positivement, ça on peut en faire le constat, on les retrouve dans beaucoup de mythologies, dans quasiment toutes les cultures. La figure du héros est une figure qui traverse les âges et qui traverse même les mémoires. Et de ce point de vue, lorsqu'il y a une personne qui effectivement fait preuve de courage, le courage de dire, le courage aussi parfois de protéger, c'est-à-dire de prendre sur soi pour les autres. Et ce sont des aspects qui renforcent entre guillemets une cohésion et qui permettent d'avoir tout simplement des équipes plus motivées. Mais quand on en parle dans l'entreprise, est-ce qu'on essaie de changer les caractères ? Est-ce qu'on essaie d'attirer l'attention ? Comment on accompagne les uns et les autres à développer ce type disons, d'attitudes qui vont s'inscrire dans les vertus qu'on énonçait à l'instant. Ouais, tu poses une bonne question finalement. Pourquoi on cherche à avoir des salariés ou des collaborateurs plus courageux ? Pourquoi c'est important ? Pourquoi, quelque part, moi j'ai eu l'impression depuis quelques années, que c'est même un effet de mode, de demander systématiquement un module ou un coaching sur le courage manager. Et je me suis dit, pourquoi ? Tiens, est-ce que ça veut dire que les entreprises manquent de courage ? Est-ce qu'ils ont remarqué quelque chose, etc. Tu sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'entreprise est un microcosme de notre réalité. Donc dans l'entreprise, on rencontre tout le monde. Des manipulateurs, des naïfs, des seniors, des juniors, des gens qui sont plutôt directs, des gens qui sont indirects. Et tout ça, en fait, on a remarqué, il y a des études qui ont montré que des individus courageux ou des managers qui se distinguent par leur courage, justement, qui sont francs, qui sont directs, qui donnent des feedbacks, qui prennent des décisions, qui soutiennent leurs équipes, qui défendent leurs équipes face à des agressions extérieures ou des harcèlements d'autres pôles, etc., qui savent déléguer,
ne serait-ce que déléguer le travail, parce qu'un manager qui manque de courage, c'est un manager qui fait tout lui-même, qui ne délègue qu'une infime partie du travail. Ou de mégalomane, parce qu'il va considérer que les choses ne sont bien faites que lorsqu'il les fait lui-même. Mais en fait, c'est ça, c'est que on observe quand même que les pratiques de courage managérial vont de la simple délégation à la formation de ces équipes, au soutien de ces équipes lorsqu'ils prennent des risques mesurés, de les défendre face à l'hiérarchie, même si c'est nécessaire. Si un autre directeur ou une autre directrice, ou même le DG s'attaque à quelqu'un de votre équipe, de dire non, écoutez... oui, parce que des fois... les agressions, c'est le mailing dans l'entreprise. Alors, le mail, et merci de le citer, très souvent, et je pense que la plupart des auditeurs qui nous écoutent vont s'identifier à ça, comment on se sent lorsque quelqu'un s'adresse à nous en mettant en copie la terre entière, en copiant notre manager, le manager de notre manager, les membres de l'équipe, nos équipes, etc. Je caricature, mais très souvent, on met en copie des gens qui n'ont rien à voir avec le schmilblick. Oui. Alors déjà, ça montre qu'on n'a pas confiance. 2, c'est une tentative indirecte d'intimidation. C'est pour montrer que, j'attaque telle personne, tenez-vous-le pour dit. Oui, mais ça, c'est l'absence de courage, justement. Oui. Un vrai courage, c'est d'aller face à une personne, lui dire, écoute, j'ai besoin, même en one-to-one, même au téléphone, pas besoin de mail, lui dire, écoute, j'ai besoin de ce dossier-là, j'en ai besoin pour cet après-midi, parce que très souvent, nos métiers sont liés. Donc très souvent, quand on travaille avec plein d'équipes et plein de personnes et plein de comités, etc., on parle de management transversal beaucoup, c'est que notre résultat va dépendre aussi que les gens tiennent leurs promesses, tiennent leurs deadlines, tiennent leurs livrables, etc. Donc c'est normal qu'on ressente un petit peu de stress et c'est normal que des fois, on prenne des précautions en termes de mailing et d'écrit. Il faut les garder des fois. Mais simplement, quelle est l'utilité d'intimider les gens? Voilà. Oui. Quelle est l'utilité de mettre en copie ces gens? Je veux te coincer. Dans Le Prince, il y a cette phrase qui dit la peur est plus durable. Quand on inspire la peur, effectivement, ou la crainte. Le respect est plus durable. Quand on inspire la crainte, c'est plus durable que quand on fait des efforts pour avoir l'affection des autres, parce que c'est pas quelque chose de garanti. Justement, on revient aux résultats et on revient aux entreprises les plus performantes. Souwultini, et tu as bien raison, pourquoi c'est si important de développer le courage managérial, pourquoi c'est une tendance et une mode, et même je dirais plus une nécessité. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens respectent profondément et sont fidèles et du coup sont loyaux et donc du coup on pratique la rétention des talents à des managers où on sent qu'ils défendent leurs convictions. On sent qu'on est défendu par le manager. On sent que le manager veut nous faire grandir. On sent que notre boss, même limite, il va pardonner nos erreurs. Bien sûr que si on n'essaye pas, on ne se trompe pas. Mais comme les bons dirigeants sont des dirigeants qui encouragent leurs équipes à prendre des initiatives, personne ne sait si l'initiative va aller jusqu'au bout ou pas. Peut-être que ça sera un échec, peut-être que ça sera une erreur, peut-être qu'il faudra corriger des choses. Mais au moins, on tente l'expérimentation et on s'adapte au changement. Et on ose défier le statu quo. Eh bien, si tu veux fidéliser tes talents, et surtout cette génération-là qui arrive sur le marché du travail, les Y, les Z, les millennials, etc., on veut rester dans des entreprises où on est dirigé par des gens qui sont forts, qui sont inspirants, qui sont intègres. Et pourquoi y a-t-il cette différence générationnelle ? Pourquoi est-ce qu'on s'adresse différemment et les attentes sont différentes d'une génération à l'autre, et pourquoi cette vertu serait davantage nécessaire pour gérer des équipes jeunes? C'est ce que j'ai entendu en sous-texte à l'instant. Alors, mais je crois que c'est une vertu qui est admirée, disons, de tout temps. Moi, tu sais, quand on me dit les jeunes ne veulent pas bosser, ou certains jeunes ne veulent pas bosser, ou ne sont plus engagés comme avant, etc., il ne faut pas oublier de contextualiser les choses. Il y a 5 ans, on a vécu une crise Covid qui a induit le télétravail et qui a induit une forme d'éloignement de l'entreprise. Okay. Les gens reviennent de plus en plus, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et même il y a 4 ans, certains sont revenus plus rapidement en entreprise que d'autres, certains ont pratiqué des modes hybrides, etc. Les jeunes générations qui sont rentrés dans le marché du travail en 2019, en 2020. Forcément, ayant vécu déjà ce changement de paradigme de travail, ce changement de la relation au travail, etc., n'ont pas
n'ont pas peut-être la même implication, les mêmes niveaux d'implication. Ils sont orientés résultats, ils ne sont pas orientés combien d'heures de travail je passe dans l'entreprise. Et ça, par rapport à même notre génération, les quarantenaires ou les Y, etc., peut-être que nous, on s'est habitués à venir au travail à telle heure, sortir à telle heure, etc. Or, il y a une forme de pragmatisme chez les jeunes, moi que j'admire et que j'apprécie, c'est une orientation résultat. C'est que je veux bosser, oui, je veux avoir des résultats, oui, mais si je bosse plus rapidement que l'autre et que je produis un résultat, pourquoi ne pas consacrer mon autre temps à faire autre chose qui va nourrir mon épanouissement personnel, qui va nourrir mon équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est du bon sens. Moi, je proposais peut-être une autre explication, et elle sera peut-être complémentaire, mais quand on voit un certain type d'attitude de ses parents et qui n'ont pas produit l'épanouissement, le bonheur, la joie, et ainsi de suite, d'instinct, on veut adopter des comportements qui sont sensiblement différents. Et parfois à l'opposé. Et effectivement, c'est le mouvement de balancier. Alors, tu as raison. Vous verrez même, bon, on peut dire la lecture, c'est quelque chose de positif. Oui. Vous verrez un parent qui lit tout le temps, mais qui est triste, qui est malheureux, ainsi de suite, ses enfants n'ont pas envie de prendre des livres. Et inversement, on peut multiplier les exemples de cette façon-ci. Le parent a considéré que lire, c'était un devoir, et c'était pour mériter... disons, l'approbation et avoir de la valeur aux yeux de ses parents, il l'a fait par contrainte, d'une certaine façon, et il va, entre guillemets, vouloir que ses enfants suivent le même chemin pour qu'ils méritent la valeur, ou plutôt qu'ils méritent d'être perçus ou valorisés dans son regard. J'adore et j'adhère à ce que tu dis. Mais à un moment, quand on voit que cette activité ne produit pas le bonheur chez ses parents, qui est la petite cellule, la première dans laquelle on grandit, on a d'instinct envie de partir très loin, dans une direction opposée quelquefois. Et c'est tout à fait juste. Alors effectivement, si on part dans la psychologie de la cellule familiale, on constate très souvent qu'il y a des questions de fidélité, il y a des questions d'opposition. Chez les enfants, on va être loyal à son père ou à sa mère en faisant les mêmes choix de personnalité qu'eux, en les mimant presque, en les suivant dans leur trajectoire, en les copiant et en les imitant sur un certain nombre de choses. Et on peut observer aussi la tendance contraire, que si par exemple nos parents sont manipulateurs, menteurs, que des enfants puissent être dans le côté cash, qui sont vrais, qui sont directs, qui sont authentiques, etc. Exact. Donc on s'inscrit dans une forme d'opposition, qui est aussi une forme de fidélité, diront certains psychologues. Oui, toujours, qui sont parce que c'est toujours une réponse. C'est une réponse, c'est une réaction. C'est une réaction. Après, il y a une troisième voie. Et moi, j'adore toujours les troisièmes voies. Les troisièmes voies, c'est finalement ne t'inscris pas par rapport à quelque chose, ne sois pas réactif par rapport à quelque chose. On est des êtres humains, on est réactifs. D'ailleurs, on répond, tu sais, on dit tout stimuli provoque une réaction. On est stimulé par l'olfactif, on est stimulé par des actions, on est stimulé par quelqu'un qui nous parle, etc. Mais si on peut prendre un moment de recul ou dire « est-ce que je fais ça parce que je veux m'inscrire en opposition par rapport à mes parents ou est-ce que je fais ça parce que je considère que c'est aligné avec des valeurs et des principes que moi j'ai envie d'admirer ». Juste si on transpose ça au management, il y a des managers qui sont toxiques. Il y a beaucoup de managers qui sont toxiques dans les organisations. Un manager toxique, c'est un manager qui parle fort, qui ne respecte pas ses équipes, qui peut même les insulter, qui peut même leur faire baisser la... Parler fort, c'est faire preuve de courage. C'est de l'autoritarisme, c'est de la relation dictatorielle. Tu sais, faire preuve de courage, c'est considérer l'autre comme un adulte responsable et autonome. Faire preuve de courage, c'est se mettre au même niveau que l'autre, lui faire des demandes et considérer qu'il va les faire et qu'il va les faire à sa façon. Et je te dis ça juste pour dire les mécanismes de loyauté et d'opposition. Si on a été managé par un manager toxique ou autoritaire, là aussi, il va y avoir deux choix qui vont se poser à nous le jour où on aura une équipe. Ça veut dire c'est comme ça que le monde fonctionne. Eh ben, soit on va reproduire les mêmes schémas en étant pratiquement fidèle, en se disant on m'a traité comme ça, je vais traiter les autres comme ça, on m'en a fait baver, je vais faire baver les autres. Ou bien... si j'ai été élevé dans l'idée que pour le simple fait que certains soient venus au monde avant moi, je leur dois servilité
bon, respect bien entendu, mais servilité, qu'il s'agit de courber les chines. Effectivement, je vais attendre. Et si je l'ai accepté, j'aurais tendance aussi à vouloir reproduire, qu'on adopte les mêmes comportements que j'ai acceptés pour moi-même. Et tu mais sais, ce sont des brutalités que j'ai acceptées pour moi-même, que je vais, entre guillemets, de façon inconsciente. Et que je n'ai pas eu le courage de remettre en question et que ces jeunes générations n'acceptent pas. C'est ça ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on ne peut pas parler à des jeunes recrues comme on nous a parlé il y a longtemps. On ne peut pas insinuer des choses comme on les a. Tu sais, il y a une forme de prise de conscience et d'élévation. Et moi, je salue leur sagesse et leur courage, justement, parce que ce sont des jeunes générations qui ne veulent pas être malmenées ou galvaudées ou accepter des choses que peut-être leurs parents ou leurs grands frères ou leurs grands sœurs ont acceptées dans le milieu du travail. Huma, ils veulent le respect. Tu sais, Rahna, même en tant que citoyen marocain, il y a quelque chose dans tous les sondages qui est sorti, mais bah oui, c'est vrai que c'est un terme qui... ça ressort. Et le hagra en entreprise existe. Et le courage, à la régie, et le courage dit, il faut lutter contre des pratiques de hagra ou d'harcèlement ou de manque de respect. Bon, 10h50, encore peut-être 6 minutes de décalage. On va se retrouver après la respiration musicale, mais que je vais laisser Meriem Hello désannoncer, parce que certains choix musicaux inspire nos thématiques du jour. Alors, ceux qui souhaitent aussi nous contacter durant ce moment, n'hésitez pas à nous appeler au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et quelquefois dans notre émission, on laisse les invités désannoncer les choix musicaux qui nous sont proposés par la régie. J'ai été surprise de ce choix d'I Will Survive de Gloria Gaynor, évidemment. Et c'est totalement dans le thème. Moi, je vais te dire, on parle de courage depuis ce matin. Et pour moi, j'adore cette chanson. Je l'adore et elle n'est pas commandée du tout, mais je l'adore. Oui. C'est vraiment, c'est toute la résilience. On aurait pu faire une émission sur la résilience et la reconstruction de soi. Et on aurait pu faire I Will Survive. Mais c'est exactement ça. C'est quelque part le courage. C'est triompher de ses faiblesses. On l'a dit à la pause. C'est pourquoi on admire tant les gens courageux. C'est pas parce qu'il y a l'absence de peur, ou c'est pas parce qu'ils sont pas faibles. Ils peuvent être faibles. Ils vont au-delà. Ils peuvent douter, ils peuvent se dire est-ce que ça va marcher ou pas. D'ailleurs, hier, j'étais dans un workshop où, franchement, je suis en admiration de ce directeur qui, face à 20 personnes, on était en réunion d'équipe, en formation, etc. Oui. Et on parlait de transformation et de conduite de changement. Et c'est une grosse boîte. Et l'un des dirigeants dit, mais vous savez quoi, moi, face aux conduites de changement, j'ai peur. J'ai peur, littéralement, j'ai peur. Et pourtant, moi, je vais te dire, dans la carrière de cette personne, c'est que des prises de décision. Toute sa vie, parce que les gens parlent en votre présence et les gens parlent en votre absence. Ce qui est génial, c'est c'est de voir aussi le mécanisme de la méritocratie. Cette personne a fait toute sa carrière dans la boîte. Elle a démarré, on va dire, à l'entrée de palier, et puis elle a fini quand même dans un COMEX, ce qui est intéressant. Ah oui. Mais dans le fait de gravir les échelons aussi, ce que je note, c'est toute l'humilité. Ça donne beaucoup de sensibilité. Ça donne beaucoup de sensibilité. Et surtout ce partage authentique qu'il a pu faire, de dire, les gars, quand je prends des décisions, j'ai aussi peur. Parce que le résultat n'est pas garanti. Tu imagines la responsabilité des fois quand on gère une équipe, quand on gère un budget. Tu sais, on nous donne pas des budgets, mais c'est trop chalina. Mais rarement on va considérer que c'est vertueux, disons, de faire part de ses fragilités, de ses faiblesses, pour la raison que souvent dans l'entreprise, on a l'impression qu'elles seront exploitées à mauvais escient. Non, ça dépend de la maturité aussi des gens, des gens qui t'entourent. D'abord, si tu traduis tes vulnérabilités, tu es juste un être humain. Et ce qui nous manque aujourd'hui dans les organisations, on a été à un moment donné dans le culte de l'hyper-performance, c'est-à-dire de gens qui sont limite des robots, qui n'ont pas de sentiments, qui n'ont pas de ressenti. Mais les gars, là, vous travaillez avec des hommes et des femmes. Vous travaillez avec des hommes et des femmes qui ont envie de toucher quelque peu votre humanité. On ne travaille pas avec des machines. On travaille avec des hommes et des femmes. Comment veux-tu inspirer des hommes et des femmes ? Comment veux-tu les guider vers un résultat ? Comment veux-tu les convaincre d'un projet ? Comment veux-tu négocier avec eux ? Si tu ne partages pas quelque peu ta sensibilité, c'est pas possible. Souvent, c'était effectivement, disons, cette sensibilité-là, c'était un atout pour la survie.
parce qu'on est sensible à la douleur de ses semblables et donc on sera davantage là pour eux, ils seront davantage là pour nous. C'est souvent dans la montagne, ceux qui pratiquent l'alpinisme l'observent. Mais dans l'entreprise, certains font les observations inverses. Alors 10h59, c'est l'heure des actualités qui nous sont présentées par Zineb Judi et on essaiera de poursuivre. D'enchaîner. Oui, d'enchaîner parce que je te sentais inspiré pour répondre. Mais ce sera après le flash d'information. Je me contente simplement de rappeler à ceux qui nous écoutent que nous resterons joignables au 05 22 95 36 70 ou 80. Jusqu'à midi. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts, chers auditeurs. Nous parlons du courage managérial. Bon, c'est une vertu qu'on aime observer. Et ceux, en effet, qui ont plus de responsabilités que ce soit dans l'entreprise. Et nous sommes pour en parler avec notre invité, Malim Hello, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors, il y a deux aspects qu'on va essayer d'aborder durant cette deuxième heure d'émission. Un, comment peut-être ouvrir l'esprit à la nécessité de faire preuve davantage d'occurrence de ce type de qualité humaine, tout simplement, le courage. Et puis, l'autre aspect, c'est la question des masques dont on parlait tout à l'heure et sur lequel tu souhaitais revenir durant cette émission, Malim Hello. Tu as présupposé que je souhaitais revenir dessus. Mais c'est une notion psychologique. Non, c'est une notion intéressante et ça fait écho à ce qu'on a dit un peu plus tôt, en tout cas comment on a transitionné vers la pause et vers cette pause-là. C'est-à-dire, on disait avant qu'on était fasciné par des leaders qui osaient, moi personnellement, je suis admirative des gens qui, malgré leur rôle, leur responsabilité, leur position, leur statut, osent dire qu'ils ont encore des craintes, des fragilités, des peurs, etc. Et ça génère justement quoi ? Ça génère un phénomène très intéressant qui est que les autres personnes qui sont dans la salle s'autorisent aussi, la notion de s'autoriser à faire quelque chose. Ça veut dire que finalement, on se dit, mais finalement, je peux oser dévoiler une partie de ma personnalité, je peux oser dévoiler une partie de mes craintes. Et peut-être en dévoilant ça, qu'est-ce qui se passe quand les gens dévoilent de manière sincère, là aussi sans manipulation, c'est que les gens traduisent leur résistance, traduisent leurs freins. Mais est-ce qu'on peut mieux aider les gens et mieux avancer ensemble si les gens sont vraiment honnêtes sur leurs doutes, sur leurs craintes, sur leurs croyances, etc. Bien sûr qu'on peut. La personne qui est honnête avec toi, qui est sincère avec toi, tu peux avancer plus vite avec elle, tu peux prendre des décisions, tu peux surmonter des problèmes. Alors que la personne, si elle porte un masque... Mais si la personne porte un masque ou porte des masques, comment veux-tu déjà savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle traduit et comment tu peux l'aider en cas de besoin ou la soutenir en cas de besoin ? C'est pas possible. Oui, mais la difficulté, c'est que on peut espérer que les uns et les autres aient ce type de fluidité ou de sincérité ou d'authenticité avec eux-mêmes et avec les autres. Ce qu'on observe, c'est que on est une diversité et tout le monde n'a pas les mêmes présupposés ou ne considère pas positivement les mêmes aspects. Parce que, par exemple, ce type de qualité dont on parle à l'instant, on valorise quelque part ce type d'attitude. Et puis, on peut observer qu'à l'inverse, ceux qui ont une autre optique vont se dire, c'est un faux semblant, c'est de la manipulation derrière, il y a quelque chose. Tu le sens. Justement, c'est pour ça qu'on a dit depuis le début de l'émission, le courage n'est pas inné, il se cultive. Et il se cultive d'abord en osant développer la confiance en nous-mêmes et en s'autorisant des erreurs et en s'autorisant à être vrai. Pourquoi ? Parce que quelque part, si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux mieux gérer des situations difficiles, il faut t'entraîner déjà à prendre des décisions. Tu peux pas t'entraîner à la prise de décision. Tu sais, on dit souvent les gens qui prennent des décisions économisent beaucoup de temps de leur vie. Pourquoi ? Parce que des fois, on procrastine beaucoup. Non, Blati, je réfléchis encore. Attends, non, j'analyse encore. Les pour, les contre. Non, est-ce que je me dévoile ou est-ce que je vais lui dire ce que je pense de lui ou pas ? Est-ce que je vais oser ? Ça m'est arrivé juste hier, par exemple. Je t'ai traduit ça sur une mission avec laquelle on travaille avec une équipe de personnes, de prestataires. Il y en a qui ont été validés par le client. Il y en a qui ont été retenus, ils ont été convaincants, et d'autres qui n'ont pas été retenus. L'un d'entre eux m'appelle hier, il me dit « Mariam, est-ce que j'ai été retenue sur cette mission ou pas ?» J'ai été tentée, je t'avouerai, pour 2 ou 3 secondes, j'ai été tentée de répondre en disant « En fait, le client n'a pas encore pris cette décision. » Qu'est-ce que j'allais faire ?
d'abord, c'est une forme de lâcheté dont j'ai fait preuve pendant quelques secondes. J'allais être tentée de masquer la vérité pour ne pas déplaire ou décevoir ou mettre mal à l'aise la personne en lui disant là, tu n'as pas été retenu. Tu n'as pas été retenu. J'ai pas osé le dire. Je voulais pas la blesser. Voilà. Je voulais pas la blesser. Heureusement, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, là, le client a retenu d'autres personnes. J'espère qu'on aura d'autres collaborations ensemble. Ça s'arrête là. Alors, bien évidemment que derrière, des fois, quand on ne dit pas des feedbacks honnêtes aux gens, il y a la volonté de ne pas les heurter, les blesser, les laisser avec un mauvais sentiment, une amertume, etc. Oui, mais si je traite l'autre comme un adulte... Oui, mais voilà. Mais je suis d'accord. Effectivement. Je suis d'accord. Et c'est pas un enfant, la personne qui est face à moi. Elle sait que dans la vie, on échoue, on gagne. On n'est pas toujours retenu. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, même dans les promotions. Même dans les promotions qu'on fait en entreprise. On aimerait bien promouvoir tout le monde. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelquefois du ressentiment, de la jalousie, de mauvais sentiments qui parfois vont s'exprimer. La vie consiste à les accepter, à les observer, peut-être à s'en distancier. Mais en fait, des fois, on a la flemme de gérer des situations difficiles. Moi, je vais te dire. Des fois, c'est une forme de fainéantise, pas forcément de lâcheté. Lâcheté est un grand mot. Mais c'est des fois, j'ai la flemme de me confronter à des situations difficiles. Je vais les éviter. Difficiles sur quel plan ? Je vais gérer la frustration de l'autre, je vais gérer peut-être sa tristesse, sa déception. Mais en fait, je ne vais pas la gérer. Je peux l'accueillir, c'est une réaction normale, mais c'est à la personne de la gérer. C'est un adulte finalement. Là, dans l'environnement d'entreprise, quand on traite les autres comme des adultes, ça veut dire qu'on les responsabilise aussi sur la façon dont ils vont prendre des... Mais bien sûr, on les respecte, on ne les met pas sur un piédestal, on ne les traite pas comme moins que nous, etc. Les gens sentent tout. Quand il y a des personnes qui ont des responsabilités et qui vous disent, mais droit dans les yeux des mensonges, vous le savez. On le sent. Oui, on le sent. Quand vous avez aussi des personnes qui, de façon manifeste, expriment des choses qu'ils ne pensent pas, vous le sentez également. Mais effectivement, dans le regard, vous n'êtes pas digne de le savoir. Ou dans le regard, vous n'êtes même pas capable de le percevoir. Et c'est ça la difficulté. Et en fait, je te jure que j'ai eu cette réflexion hier en me disant, Myriam, à un moment ou à un autre, tu lui diras la vérité. Pourquoi ne pas lui dire maintenant ? Donc, c'est pour ça que je te dis, des fois, on temporise des discussions difficiles, on temporise des décisions difficiles, on temporise des décisions impopulaires dans l'entreprise ou dans notre famille. Mais on finira par les prendre, ces décisions, parce qu'on n'est pas d'accord avec une situation. Donc, pourquoi ne pas le faire le plus tôt possible ? Parce que le faire le plus tôt possible nous fait gagner du temps et le fait gagner à nos interlocuteurs. Oui, mais disons parfois, ce qu'on peut constater dans la façon d'aborder quelque chose qui s'est noué, qui est difficile, eh bien, on peut sentir l'ampleur des dégâts, quelque part. Et par rapport à cette force de destruction qu'on voit venir, disons que le pli, c'est d'accord, mais pas aujourd'hui. Et plus tard, lorsqu'il y aura la distance, ce sera plus doux qu'aujourd'hui, où effectivement, si la chose implose, elle sera plus douloureuse. Chauffe, les gens perdent trop de temps à essayer d'interpréter des situations ambiguës. Ils perdent trop d'énergie à essayer de comprendre des situations ambiguës. L'ambiguïté est confortable ? L'ambiguïté est tout sauf confortable. Les employés aujourd'hui, je vais te dire, dans toutes les études, dans toutes les entreprises qui marchent très bien, ils valorisent des climats sains. Ils veulent des climats sains, ils veulent de la transparence, ils veulent de la proximité. Ils ne veulent pas essayer d'interpréter ce que les autres ont dans leur tête. C'est une déperdition d'énergie. C'est une déperdition d'énergie. Donc personne n'a envie de le faire. Ah non, mais personne n'a envie de se dire que je dois déployer de l'énergie à sentir ce que l'autre a dans l'esprit, comme arrière-pensée, comme arrière-plan, comme... Donc des fois, tu vois, quand on parle de courage managérial, c'est aussi pouvoir dire à la personne que peut-être elle doit travailler sur elle-même, elle doit travailler ses compétences. Ça va peut-être la déstabiliser un peu, mais c'est finalement lui rendre un très grand service. Le feedback est un cadeau. Le feedback constructif est un cadeau. Lui dire que peut-être elle n'a pas toutes les billes dans une prise de décision, que peut-être les décisions de promotion ou de mobilité dépendent d'autres directions. Inviter cette personne-là, inviter cette personne-là à travailler sur elle-même. Pourquoi ? Parce que si elle n'a pas réussi, si je suis un manager courageux, je peux aussi laisser partir des gens de mon équipe.
Dans le sens, j'ai vu trop d'entreprises où les gens retenaient leur talent. Maintenant, je suis dans un pôle commercial. Tabarakallah, j'ai des talents, des chargés de clientèle, des directeurs de clientèle qui vendent très bien, qui font le chiffre, etc. Mais après quelques années, j'ai eu ces remontées-là. Dans le sens où ils n'en pouvaient plus. Mais non, le manager les garde. Il veut les garder. Parce qu'ils font le job. Ils font le job. On dit Mhennini, hadak sid. Wallah, il aime Mhennini. Mais Sid, il veut plus rester avec toi. Donc le courage managérial, pourquoi il veut plus rester avec toi? Il veut sortir de la routine, il veut aller apprendre de nouvelles compétences, il veut se tester dans autre chose, il veut se challenger. Oui, mais il sert l'entreprise. Le manque de courage managérial, c'est de garder quelqu'un malgré lui, sans lui fournir une alternative. Mais c'est à lui de décider de partir. C'est à lui de faire preuve de courage. Ça dépend aussi de nos charges, de nos responsabilités, de nos traites, de plein de choses. Mais oui, mais ça, c'est l'affaire de la personne elle-même. Je suis d'accord, il y a beaucoup de contraintes. C'est l'affaire des deux. C'est l'affaire des deux, dans le sens où un vrai courage managérial, quelqu'un qui veut son plan de mobilité, je fais tout pour l'accompagner. Même si j'aurais un trou temporaire dans mon équipe, mais j'essaierai de recruter une nouvelle personne, etc. L'absence de courage managérial, c'est de me dire non, je vais le garder à tout prix. Je vais couper la poire en deux. Si la personne vient et me fait part de ses volontés, peut-être de son envie ou de sa non-envie de continuer à travailler, si je lui dis... si j'accepte et j'accueille cette information, et peut-être si même je décide de lui donner des conseils, parce que effectivement l'herbe peut être plus verte ailleurs, il n'est pas interdit de l'envisager, eh bien j'accueille de façon comme un adulte, parce que c'est une décision qu'il prend lui, et c'est sa responsabilité lui, que j'accueille favorablement, comme je peux accueillir favorablement sa résignation du moment. Là aussi, il y a des managers qui veulent temporiser. Ils ne veulent pas aller dans le frontal. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de déplaire. Mais si le manager va mentir à la personne pour lui dire attends un tout petit peu, il y aura telle promotion, etc. Il y en a plein qui ont fait attendre les gens jusqu'au jour où les gens voyaient qu'il n'y avait pas d'issue et ils ont fini par démissionner. C'est ça ce que je te dis, le manque de courage managérial. C'est qu'en fait, des fois... Oui, effectivement. Il y a des gens qui te font attendre en te promettant des promotions jusqu'au jour où ils vont te dire là, finalement, ou là, te dire finalement, écoute, on n'a pas trouvé de poste libre pour toi. Et il y en avait à l'époque où vous l'avez demandé. Mais ils te disaient non, tu n'es pas prêt. Mais en fait, la personne... C'est pour ça que je dis, quand on respecte les gens, quand on est cash avec eux, je peux dire par exemple à quelqu'un, je ne trouve pas quelqu'un pour te remplacer à ce job. Tu me rends un grand service en faisant partie de mon équipe. Tu rends service à toute l'équipe, au collectif. On veut encore te garder avec nous. Mais il y a un engagement sincère de ma part à t'aider à accélérer ta mobilité dans 1 an, dans 2 ans, le temps que je fasse un plan de passation, une transition, que je trouve la bonne personne. Ou dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. On s'occupe de soi-même. On n'a pas toujours la force de s'occuper des autres. Le manque de respect, c'est quand on sait qu'on a été baladé alors qu'il n'y avait pas d'alternative. Là, la personne démissionne. C'est pour ça que je te dis, le courage managérial, il garde les talents en entreprise, il les fidélise, parce que les gens savent que les gens tiennent parole, tiennent leur engagement autant que possible. Mais toute la difficulté du monde de l'entreprise, ça consiste dans ce constat qu'on peut faire. C'est que certains ont la compréhension de ce que c'est qu'être un bon manager ou mesurent leurs compétences de bon manager à leur capacité à balader leurs équipes. Et effectivement, c'est parfois le critère essentiel. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a peut-être ces retours du balancier. 11h19. On a longuement encore pris notre aise à l'antenne. On va se retrouver après l'instant musique ou la respiration musicale. Nous resterons ouverts si vous voulez témoigner ou partager des avis. Ils peuvent être... sensiblement différents des nôtres, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80 jusqu'à midi. Tous les jours jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec notre invité Mélé Mihlo qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Et nous parlons du courage managérial. Alors, on disait tout à l'heure, en début d'émission, il y a davantage aujourd'hui qu'auparavant de modules qui s'intéressent à ces questions. On était exigeant par rapport au fait d'alerter ou d'ouvrir les horizons par rapport à la nécessité de faire preuve de ce type de courage managérial. Est-ce qu'on prend des exemples quand on essaie d'accompagner les uns et les autres à envisager une autre façon, un autre rapport qu'il s'agit d'établir avec ses équipes et parfois
avec ses supérieurs hiérarchiques. Même en tant que manager, le manager a quelquefois, et même souvent, des supérieurs hiérarchiques. Et certains font preuve de courage en disant les choses à leurs équipes, un peu moins de courage vis-à-vis de la hiérarchie. Mais en fait, bien sûr, on est leader avec son boss, on est leader avec ses équipes, on est leader avec ses pairs. Quand on est courageux, techniquement, on doit être courageux avec tout le monde. C'est ça. Et si on est affirmé, si on pratique l'affirmation de soi, si on défend ses idées, si on négocie des choses, il faudrait le faire avec tout le monde, pas seulement avec les gens qu'on considère moins avec importants. Avec lesquels on va considérer que c'est plus facile. Où il y a moins d'enjeux. Au contraire. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on a parlé de cette notion de courage managérial là depuis le début de l'émission, on a dit que c'était important. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de garder les équipes productives le plus longtemps possible avec nous. On a envie de fidéliser des talents et on a envie que les meilleurs éléments de l'organisation puissent rester pour occuper eux aussi le poste de courage managérial. On a envie de leader, de manager d'équipe. On a envie d'inspirer les gens, inspirer positivement. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout ce qu'on fait pour l'humain, on le fait d'abord parce qu'on a envie que l'humain se développe. On a envie, comme je l'ai dit un peu plus tôt, de triompher de nos faiblesses. J'adore cette expression, de triompher de nos vulnérabilités et de se dépasser. Mais aussi, on le fait pour réaliser des objectifs business. Tout ça, c'est pour le business. Il y a aussi ce pragmatisme-là à garder en tête. Il y a aussi une vision d'une organisation, il y a aussi les ambitions d'une organisation, il y a aussi le fait de mériter son salaire à la fin du mois. Donc, on le fait aussi dans ce sens-là. Et franchement, je discute là aussi avec... je peux prendre l'exemple aussi des femmes que je rencontre dans l'entreprise à différents niveaux et dans différentes seniorités, etc. Moi, je trouve que les femmes font énormément preuve de courage managérial. Pourquoi ? Même plus, parce que parfois certaines effectivement considèrent qu'il s'agit pour elles de prouver. Moi j'ai vu des femmes sur un chantier lorsqu'elles sont architectes, pour citer des exemples dans la famille, où leur ascendance était lion, et effectivement c'était ce que je pouvais observer. Donc pour mener les troupes, parce que ce n'est pas quelque chose qui va naturellement de soi. Et donc il faut être démonstratif. En ce sens. Et peut-être qu'on l'a traité aussi dans d'autres émissions, mais des femmes aujourd'hui entrepreneurs ou managers ou dirigeantes ou peu importe, elles ont quelque part dans notre psychologie aussi féminine, peut-être que certaines ne se reconnaissent pas et peut-être que d'autres se reconnaîtront, on a... quelque part, des fois, les femmes, surtout dans des entreprises très masculines ou dans des secteurs encore très masculins, doivent prouver 2 fois plus leur mérite ou 3 fois plus leur mérite pour être considérées dans des promotions ou dans des postes managériaux. Et je vais te dire une chose qui va te surprendre. Les femmes en entreprise, ou beaucoup de femmes que j'ai pu rencontrer, ont beaucoup plus de facilité avec leur intelligence émotionnelle et elles font preuve d'une forme d'intégrité et de courage qui est beaucoup plus forte parce qu'elles disent des vérités des fois qui dérangent. Et elles le disent d'une façon des fois beaucoup plus fluide et moins calculée que leur homologue masculin, je te dirais. Il n'y a pas de discrimination de genre dans ça. Il y a peut-être une connexion davantage. C'est comme quand on voit cet intérêt pour le développement personnel ou la psychologie qui est plus important chez les femmes que chez les hommes. Tout simplement, c'est des tendances. Des prédispositions, pas des prédispositions. Une ouverture, un intérêt pour la dimension de la sensibilité et de l'émotion parce que les femmes... Juste un terme. Parce que les femmes... Juste un terme. Parce que les femmes ne considèrent pas l'expression émotionnelle comme une faiblesse. Bien au contraire. Nous n'avons pas été endoctrinés, contrairement aux petits garçons, pour ne pas pleurer, pour ne pas exprimer nos colères, pour ne pas exprimer notre tristesse, etc. Donc comme les femmes sont beaucoup plus à l'aise avec l'expression de leurs émotions, mais je suis pas dans la contradiction. Ça invite à un courage qui est beaucoup plus grand. Je ne suis pas dans la contradiction, mais je vais simplement relever un fait dans cette émission. Tout à l'heure, dans l'exemple qui était cité. Un dirigeant qui a eu sa carrière dans l'entreprise hier ou avant-hier, qui disait qu'il avait peur lui aussi en situation de changement. Qui changeait considérablement la situation ou l'état des choses dans l'entreprise. Tout à fait. Il avait peur. Donc, et c'est une forme de prudence. D'accord, c'est une forme de prudence. Oui, bien sûr. Dans cet exemple-là, un homme, on va considérer qu'il a plus de courage à montrer une fragilité qu'une femme. Et je ne suis pas certain que si c'était une femme, tu aurais relevé cet exemple-là. Je l'aurais... Tu aurais pu le relever, mais pas avec la même acuité, pas avec le même degré, entre guillemets. Non, parce que moi, je trouve ça effectivement
dans la société marocaine, on est dans un schéma patriarcal quand même plus important. On est une société conservatrice. C'est une différence de degré, pas de nature. Les femmes, il y a que depuis quelques années qu'on parle de la nécessité d'avoir des femmes dans des conseils d'administration, dans des comités de dirigeants, 11h30, etc. c'est toujours le sujet qui arrive en toute fin d'émission. Non, écoute. 11h30 presque, 11h29. Il faut bien parler de l'approchant à un moment donné. On peut parler de tout ce qui nous inspire, parce que c'est ce qui se communique le plus aisément à ceux qui nous écoutent. Il est 11h30 et c'est l'heure des actualités. On se retrouvera pour la suite de notre émission pendant encore 30 minutes. Et si vous souhaitez participer à l'échange, à la discussion et qui sait au débat, vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec notre invité, Mariam Hello, que je présente très rapidement, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Nous parlons, disons, du courage managérial. Et dans le courage managérial, il y a beaucoup d'aspects. Le courage de dire les choses. Le courage de considérer que les autres peuvent les entendre, ces choses qu'on va énoncer. Et ces choses-là ne sont pas toujours des plus plaisantes. Et effectivement, certains optent naturellement pour des stratégies de contournement des difficultés parce que c'est pour eux de l'économie d'énergie, tout simplement. Alors, Mariam Hello, quand on traite de ces questions dans l'entreprise, on intervient en externe. Est-ce qu'on change les caractères? Est-ce qu'on voit du changement? Très bonne question. À la suite de ces fameux modules qui sont parfois programmés, des cycles de formation dans le cas de l'entreprise? Alors, très bonne question. J'adore ta question. On change avec ceux qui ont envie de changer, ceux qui se donnent les moyens de changer et ceux qui s'autorisent à véritablement se remettre en question et qui y trouvent un intérêt. Tu sais, il y a cet adage américain qui dit « What's in it for me ?» Qu'est-ce que je gagne à faire ça? Qu'est-ce que je gagne à faire ça? Et en fait, en entreprise comme ailleurs, on rencontre des gens très pragmatiques. Qu'est-ce que je gagne à me faire coacher individuellement? Qu'est-ce que je gagne à rentrer dans des workshops où on va me parler de délégation, de lâcher prise, de méditation ou de leadership ou de la nécessité de briser le plafond de verre? Qu'est-ce que j'y gagne concrètement? Quand l'être humain identifie ce qu'il va gagner, en termes de points, de carrière, de bonus, de confiance de ses équipes, etc., honnêtement, il se dit, je ne perds rien à essayer. C'est tout bonus pour moi. Quand la personne n'a pas envie de remettre son statut quo de la vie, est-ce que c'est la bonne façon qu'on a d'accueillir ce qui nous arrive? Moi, je te dirais, c'est plus une façon... Et c'est un constat, ce que tu dis, c'est vrai, parce qu'on se dit, est-ce qu'il est intéressant, de prime abord, d'investir mon temps et mon énergie à faire quelque chose? C'est au contraire, c'est quelque chose de très sain dans la vie. On a toujours, dans des salles de formation ou de coaching collectif ou de coaching individuel, on a des gens qui sont clients et on a des gens qui sont visiteurs. J'insiste sur ça. Les visiteurs, c'est comme quelqu'un quand il rentre dans un magasin, il veut rien acheter ou rien forcément acheter, mais il visite, il est curieux, il se dit mais qu'est-ce que je peux y trouver? Il y a de la lumière, des gens sympas, peut-être de la clim en ces moments de forte canicule. Donc je visite ce magasin. Oui, et il y a des acheteurs. C'est notre argument principal au niveau du studio pour nous inviter. Et parce que certains nous viennent avec des chemises hawaïennes et viennent directement des plages. Bon. Et tu sais c'est quoi la différence entre l'acheteur et un visiteur? L'acheteur, il sait qu'il va acheter. Il sait. Alors, bien sûr qu'on peut convertir même des visiteurs. Et je t'avouerai que dans beaucoup de cycles de formation et d'assessment, on a eu des gens qui étaient a priori sceptiques, les acheteurs, critiques. Les visiteurs et puis les sceptiques aussi. Les visiteurs sont pas sûrs, sont peut-être aussi un petit peu sceptiques, sont des fois réticents, mais ils se disent pourquoi pas, on nous a appelés, je vais venir, etc. Et c'est normal. Et c'est normal, en tant qu'être humain, nous sommes différents. Comme tu l'as très bien dit, nous avons grandi dans des environnements différents, nous avons fait des études différentes, nous avons des ouvertures et des conservatismes différents, nous avons des rigidités différentes. Mais dans un monde qui change comme le nôtre, dans un monde qui évolue sans cesse, dans un monde où on veut à la fois des managers qui soient compétents techniquement et experts métiers. On les veut, bien sûr, parce qu'on n'a pas envie de travailler pour des gens incompétents et on n'a pas envie que les incompétents foutent en l'air le business aussi. Le problème, c'est aussi les gens qui considèrent que tout le monde, sauf eux-mêmes, sont... On veut la compétence technique, mais on ne veut pas l'arrogance et la supériorité et on veut surtout pas des gens qui démotivent les autres ou brûlent leur énergie ou ne les font pas bosser eux aussi. Parce que, attends, la personne le plus intelligent du monde ne peut pas gérer un business tout seul.
il a besoin des hommes et des femmes, des gens qui pensent différemment de lui. Il ne paierait pas de salaire, tout simplement. Sinon, l'être humain, il est malin. Il va te dire, mais pourquoi j'embauche ces gens-là ? Si je peux les économiser, je les économiserai dans l'optique. Mais je reviens à ma question initiale. Elle n'a pas trouvé encore sa réponse. Non. Mais je peux. Il n'est pas interdit d'insister, de revenir à la charge, autrement dit. Alors, l'approche qu'on peut observer, qu'est-ce que je gagne à faire ceci ou cela ? Est-ce que c'est toujours la bonne approche qu'il s'agit d'adopter ? Parce que dans la vie, quand on était enfant, je ne suis pas certain que quand on nous proposait de faire telle ou telle activité, on avait cette optique-là. Et je ne suis pas certain qu'en se distanciant de cette approche-là qu'on avait quand on est venu au monde, on a cheminé dans la bonne direction, toujours. Je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a toujours un côté efficient dans nos actions, un côté retour sur investissement ? Qu'est-ce que je gagne ? C'est quelque chose qui ampute la vie, parfois de son miel, de son sucre et de son plaisir. C'est pas un côté... Alors, quand je dis qu'est-ce que je gagne, l'être humain, on dit souvent là aussi que l'être humain ne change que s'il a quelque chose à gagner. Peut-être que c'est pas quelque chose à gagner en termes financiers ou matériels, c'est quelque chose à gagner en termes de sérénité intérieure, de paix intérieure, je suis plus à l'aise avec mes équipes, ils vont vouloir travailler plus avec moi. C'est pas forcément en termes pécuniaires ou matériels ou de statut. C'est peut-être l'admiration que j'ai vis-à-vis de moi-même. Je me respecte un peu plus. Qu'est-ce que je gagne ? C'est me respecter un peu plus. C'est-à-dire oser intervenir dans des réunions où je n'osais pas intervenir avant. Parce que j'ai fait un module de communication. Mais c'est merveilleux ce que tu viens de dire, Madame Hello, parce que ce que tu viens de dire, c'est d'élargir la définition de ce qu'on entend par « qu'est-ce que je gagne ?» Mais le sens commun de ce qu'on entend par cette expression « qu'est-ce que je gagne ?» il est beaucoup plus obtus que ce que tu viens de dire. Tu sais, la richesse, elle ne se mesure pas au compte en banque. Et la richesse se mesure à la qualité des amis que tu as, au nombre des amis que tu as, à la qualité des relations que tu as et surtout à la qualité de ce que tu oses te donner toi-même comme sport, comme moment de détente, comme moment de bien-être, etc. Mais c'est aussi ça. Mais bien sûr qu'il y a la notion de plaisir. Personne n'a envie d'aller dans des forums ou des formations ou des coachings s'il n'y a pas une notion de plaisir. On doit en tirer quelque chose, soit un plaisir immédiat, soit une rétribution à plus long terme. Et quand on parle de courage dans l'entreprise ou du courage managériel plus précisément, parce que c'est notre thématique du jour, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bénéfice ? Parce que ce sont des paroles, ce sont des mots, et ce sont parfois, c'est une petite fenêtre ou une petite porte qu'on va entrouvrir. Tu sais, énormément de choses, parce que ne serait-ce que oser s'affirmer, oser avoir confiance en soi, tu sais, plus on prend des décisions, plus on développe sa confiance en nous-mêmes. Plus on prend des décisions et plus on ose dire les choses, plus on se dit, on est honnête finalement avec les gens, et les gens nous le rendent bien. Les gens nous le rendent bien. Et tu sais, cette notion de courage managérial, finalement, elle est pour nous, d'abord, et elle est pour les autres. Ensuite. Elle est pour les autres ensuite. Oui, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Là aussi, on ne doit pas faire les choses pour les autres. Ça revient à une discussion qu'on a eue peut-être à un moment de break. De sacrifice. Et non. Et la notion de faire les choses d'abord qui ont du sens pour nous, à un moment donné de notre vie, et qui vont peut-être répondre aux besoins des autres. S'ils répondent aux besoins des autres, tant mieux. Tant mieux. S'ils font grandir les autres, tant mieux. Mais d'abord, être en adéquation avec soi-même. Tu sais, le courage managérial, c'est oser défendre des principes et des valeurs et des décisions, même si elles sont impopulaires, même si les gens ne les comprennent pas forcément tout de suite. Parce que, tu sais, c'est très facile de s'inscrire dans le courant. Tout le monde a envie d'être considéré comme un adulte. Un adulte, il prend les choses bonnes et les choses moins bonnes. Sauf dans la vie... C'est très facile de caresser les gens dans le sens du poil, de leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre, d'être dans le courant, dans la majorité, etc. Bien sûr, on n'est pas toujours obligé d'être dans l'opposition, attention. On n'est pas toujours obligé de dire « là, je ne suis pas d'accord ». Là, je pense à un certain collègue immédiatement. Là, voilà, on n'est pas... Mais si on le pense réellement, si on pense que cette opposition-là, cet avis-là contradictoire mérite d'être soulevé dans une réunion, si on est en désaccord par rapport à un projet, dites-le. N'attendez pas que le projet sorte et dire « Ah, je vous l'avais dit. Ah, je voyais que ça n'allait pas marcher. » Mais dites-le, positionnez-vous. Après, si quelqu'un prend la décision de le sortir, travaillez pour que ça marche. Walakin, au moins, exprimez votre avis et votre contradiction. Ça va être utile à tout le monde, pas seulement à vous. Et la musique est utile pour détendre les mœurs.
Et c'est le moment d'annoncer la respiration musicale. 11h44, il nous reste une dernière séquence d'émission. Et ceux qui souhaitent participer à l'échange, n'hésitez pas à nous joindre au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et avec notre invité, Mélie Mehlou, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. On évoquait en ces derniers instants de notre émission ce qu'on pouvait tirer ou retirer, entre guillemets, ou retenir précisément des modules sur le courage managérial. Bon, et c'est en disant l'intérêt qu'on a à avoir telle attitude plutôt qu'une autre dans l'entreprise, parce qu'on va se dire c'est une façon gagnante dans le relationnel, aussi pour l'entreprise. On va voir effectivement l'intérêt qu'on a à développer ce type d'attitude. Mais, dans sa vie. Et dans sa vie. Mais indépendamment de cela, pour aller dans une direction, on peut y voir l'intérêt et on aura l'envie de cheminer dans cette direction. Mais effectivement, les étapes qu'il s'agit de comment remettre en question parfois certaines des attitudes qui sont inconscientes et qui s'expriment tout naturellement, qui sont en contradiction avec les vertus qu'on essaie de cultiver dans l'entreprise et sur lesquelles on essaie de sensibiliser. Chacun son chemin, chacun sa trajectoire. Il y en a qui veulent aller en bus, il y en a qui veulent aller en taxi, en autostop, en avion, etc., selon qu'ils soient écolo ou pas. Bon. Le courageux, en général, le téméraire, il a envie d'un éclair, décider. Peut-être que tout le monde n'a pas envie de développer son courage managérial et c'est OK comme ça. Quand on défend des idées ou les biens fondés d'une idée ou d'une philosophie ou d'un concept en entreprise ou d'une posture, peut-être c'est pas valable à tout le monde. Et peut-être que ça ne sied pas à tout le monde. C'est des questions de timing, de prédisposition, de prise de conscience. Et donc, de temporalité. Peut-être que certains se disent à 40 ans, après des échecs ou des éléments de leur vie, tiens, il est temps que je sois moi-même, que je sois un peu plus assertif, que je sois un peu plus, que je prenne ma place et sans m'excuser de prendre ma place ou sans me justifier de quoi que ce soit. Et donc ce courage commence nécessairement par une saine confiance et estime de soi. S'il y avait des étapes, on ne peut pas être courageux si d'abord on n'est pas à l'aise avec soi-même. Et moi j'adore un livre de Christophe André que si je peux le partager, je l'avais lu il y a quelques années, qui s'appelle Libre, imparfait et heureux. Et j'ai adoré le titre et j'ai adoré le livre. Parce que libre, imparfait et heureux. Mais il y a un ouvrage qui était un best-seller, Le courage de ne pas être aimé. Oui, il y a le courage de ne pas être aimé, il y a surtout le courage d'être soi. Et le courage d'être soi dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses, le courage d'être soi. Parce que justement, c'est le courage de pouvoir avancer en toute quiétude, malgré des jugements, malgré des interférences, malgré des contradictions, malgré... Tu vois ? Oui. Tu voulais me dire quelque chose ? Il y avait deux auditeurs qui souhaitaient s'exprimer en cette fin d'émission. Alors, on va donner la parole à Madame Nadia. Je ne sais pas de quelle ville elle nous appelle. On va céder la parole immédiatement. Bonjour à vous, chère auditrice. Bonjour tout le monde. Bonjour Sibad, Lala Mariam. Bonjour à vous. Bonjour. Cette opportunité, franchement, je suis très émue. En tout cas, vous avez beaucoup de bonnes ondes dans la voix. Merci infiniment, merci beaucoup. Je vous appelle de Rabat. Donc, aujourd'hui, j'étais en train de faire des petits trucs administratifs et j'ai eu le plaisir d'écouter l'émission Dialcom. Franchement, ça fait plaisir. On est sur la bonne voie, je pense. Je suis maman, j'ai deux garçons et l'un d'eux, il est en train de faire des études en management et donc on est dans le même thème. Je fais aussi la même chose dans la vie. Donc je gère un département dans une entité un petit peu dans je vais dire dans la diplomatie. Donc c'est un petit peu sensible aussi. Et vous avez évoqué un sujet qui est très 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 important, surtout à cette ère par laquelle on passe en ce moment. On a vraiment besoin de coaching, on a vraiment besoin de nous booster, de nous secouer, de voir les choses claires. Et voilà, donc moi je voulais juste dire que j'étais tout à fait d'accord avec vos opinions, les deux. Vous avez vraiment animé ce sujet-là d'une manière très très, je vais dire, il y a deux goûts à la conversation qui ont donné un petit peu des épices particulières. On a bien fait de venir ce matin. On a bien fait, ça nous touche énormément ce que vous dites, Lala Nadia.
Nadia. Oui, surtout qu'on sent la sincérité. Oui. C'est... Et puis ça nous fait plaisir de recevoir un feedback aussi sur ce qu'on fait. Ouais, et le plus important, souvent... Ah oui, je vous ai interrompu, Madame Nadia. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Et donc, mon idée, c'est j'aimerais bien que le ministère de l'Éducation pense à intégrer et à injecter ce genre de coaching dans nos écoles, éventuellement dans les études à partir du lycée, en fait. On a besoin de ça chez nous, dans nos maisons, avec nos maris, avec nos enfants, pour qu'on puisse avancer d'une manière un petit peu smooth, sans vraiment fournir beaucoup d'efforts à transmettre l'information. Oui. Et justement, on n'a pas besoin de nous justifier à chaque fois qu'on veut vraiment éclaircir une opinion. Parce qu'on est différent. Et comme vous venez de le dire, personne n'est parfait. Et on a besoin de trouver le courage de corriger l'un l'autre. Il n'y a pas de mal. Il faut rester à l'écoute. Il faut être ouvert. Il faut avoir ce genre de positivité à respecter et à accepter l'opinion de l'autre, parce que c'est les autres qui nous voient et qui analysent nos actions et nos personnalités. On ne peut pas nous juger nous-mêmes. Donc, on a tous des défaillances et il y a des divergences partout. On n'a pas été élevés de la même manière que nos enfants, ni de la manière dont nos parents ont été élevés. Donc, il y a vraiment de l'évolution dans le temps et il va falloir savoir suivre et s'adapter et épouser ce changement-là sans mettre de barrières, parce que le monde change et on doit vraiment changer avec. Donc ça, c'est juste mon message et je vous remercie encore une fois pour l'opportunité que vous m'avez offerte. C'est nous qui vous remercions, c'était un plaisir de vous écouter. C'est vrai que dans la vie, il y a toujours des chemins à parcourir et dans les directions les plus variées, les directions sont infinies. Et c'est vrai que l'école ouvre un chemin, ouvre effectivement certains horizons, mais il en est tant d'autres qu'on peut explorer dans l'existence, et sur ces sujets, il y a matière de dire tant et tant. Et c'est pour ça qu'on fait de la radio, c'est aussi pour partager peut-être modestement nos expériences de vie, nos retours d'expérience, nos échecs, nos succès, nos vulnérabilités, et tenter que chacun puisse prendre sa décision et son cheminement. Et il semblerait que ça ait trouvé un écho. En tout cas, si on fait le constat de ce que nous disait Madame Nadia, qu'on salue. Il y avait aussi un autre auditeur, malheureusement, le temps qui nous est imparti, Simstafa précisément, qui était à l'écoute et qui voulait peut-être aussi témoigner ou partager un avis. On n'a pas le temps. Voilà, comme le temps nous est compté, surtout à la fin de l'émission, on trouvera une autre opportunité. On sera toujours à l'écoute et on reprogrammera des thématiques avec Madame Helou. C'est Mustapha, on vous salue. On vous salue et on va surtout saluer aussi ceux qui sont plus proches de nous. Ce sont des collègues qui vont effectivement se joindre à nous sur le plateau d'Atlantique pour la suite des programmes Atlantique Midi et le journal d'information en langue arabe. Excellente écoute sur notre antenne.